Bonsoir. La psychopathologie, c'est la science de la souffrance psychique. Elle met en lumière des modes d'organisation psychique particuliers, de personnes qui, pour certaines raisons, adoptent des modes de pensée, des conduites qui les rendent différentes, dont elles souffrent, et pour lesquelles elles ne parviennent pas à trouver facilement les ajustements, les aménagements que chacun accomplit quotidiennement dans sa vie. Alors à partir de cette définition, je vous propose quelques remarques. D'abord, ces arrangements, comme j'aime à les appeler, ces aménagements que les personnes en souffrance ont du mal à réaliser, alors que d'autres les adoptent aisément. Ces aménagements, nous en faisons tous. Nous en inventons tous. Quelle que soit notre structure psychique, nos modes de pensée, nos conduites sont toujours des formes d'aménagement. Vous vous cassez une jambe et vous boitez, et bien pour continuer à marcher, vous allez vous appuyer sur une canne ou sur une béquille. C'est un aménagement. Vous avez peur du noir et vous dormez avec la télévision allumée, c'est un aménagement. Vous êtes obsessionnel et vous vous pliez à des rituels plus ou moins étranges, eh bien ces rituels constituent l'aménagement que vous avez trouvé. Donc, nous mettons tous au point des aménagements. Certains d'entre eux nous font souffrir, d'autres nous sont aisément supportables. Certains d'entre eux sont aliénants pour autrui, d'autres pas du tout. Certains d'entre eux passent inaperçus parce qu'ils sont relativement répandus dans la population ou dans la culture. Et puis d'autres sont très visibles parce qu'ils sont pour le moins inhabituels, bizarres, curieux, originaux, etc., etc. Cette première remarque me paraît essentielle parce qu'elle n'oppose pas des catégories de personnes quant à leur capacité ou à leur incapacité de trouver un aménagement plus ou moins stable. En revanche, elle met en lumière trois distinctions. D'abord, la souffrance. La souffrance pour soi ou l'absence de souffrance. Deuxième distinction, les conséquences sur nos proches, impactantes ou non. Et puis enfin, l'acceptation socio-culturelle de l'aménagement en question ou sa non-acceptation. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire concernant la première distinction. Si ma souffrance est insupportable, évidemment, je vais tâcher de trouver de l'aide et il faut espérer que je frapperai à la bonne porte. Ensuite, concernant l'impact aliénant sur nos proches, eh bien cet impact peut impliquer une mise en demeure d'aller chercher de l'aide, une demande d'aide de la part même de ses proches, ou encore solution radicale, un abandon, une coupure d'avec moi parce que mes aménagements font trop souffrir les personnes qui m'entourent. Quant à la troisième distinction, on comprend déjà que l'œil qui porte un jugement sur l'aménagement n'est pas d'abord celui du sujet lui-même. C'est le regard de l'autre, c'est celui des autres, celui de la société. C'est celui qui va conduire le sujet à se sentir différent et donc exclu. Les deux critères sur lesquels va se fonder la plupart du temps le jugement en question sont d'une part l'esthétique et d'autre part ce que j'appellerais l'admissible ou si vous préférez le socialement correct. D'abord, l'esthétique. Freud disait ce que l'on ne peut atteindre en volant, il faut l'atteindre en boitant. J'entends dans cette phrase l'évidence d'une acceptation, celle de faire avec ce que l'on a, avec ses moyens disponibles, une acceptation sans jugement, du genre, c'est comme ça.
une acceptation rare, il faut bien le reconnaître, tant la différence par rapport à la norme fait comme une espèce d'excroissance forcément remarquable et donc soumise à un jugement d'ordre esthétique. Boitez un peu trop fort et votre démarche sera jugée comme laide, stigmatisée que vous serez par rapport à une boiterie légère ou à une absence de boiterie. Dormez revêtu d'une combinaison de plongée parce que vous avez la phobie des acariens et on vous trouvera très probablement peu sexy, voire très étrange. Donc jugement à l'aune de l'esthétique. Et puis le convenable ou l'admissible, toujours en fonction de la norme du moment et de l'environnement socioculturel. Souffrez de coprolalie aiguë et vous serez sans aucun doute montré du doigt, voire exclu de la plupart des milieux sociaux. Souffrez d'un TOC consistant à tirer la chasse des toilettes 50 fois par jour et votre environnement familial ne tardera pas à réagir. Déclarez une grande crise hystérique comme à l'époque de Charcot et on vous trouvera franchement très grave. Qu'il s'agisse donc du risque d'être jugé à l'aune de l'esthétique ou de l'admissible, il faut bien qu'il y ait un autre pour nous renvoyer l'image de ce qui apparaît selon l'étalonnage du lieu et du moment, beau ou laid, correct ou incorrect, acceptable ou inacceptable. En l'absence de l'autre, le sujet ne portera pas de jugement critique sur son aménagement. Soit il sera dans le ben c'est comme ça, soit l'environnement lui renverra le côté hors norme, anormal de son aménagement et le sujet tentera alors de trouver un meilleur aménagement, meilleur étant entendu comme acceptable par son environnement. Cette tentative de trouver un meilleur arrangement, réalisée dans l'isolement, ne pourra se faire que par l'effort, la contrainte, l'empêchement d'eux. Et souvent, ce que j'aime appeler l'hydraulique de notre économie psychique se manifestera alors et ce qui poussait l'apparition du symptôme s'orientera dans une autre direction, provoquant l'apparition ou le déplacement d'un autre symptôme, n'en déplaise aux intégristes des TCC. Fermons la parenthèse. Si cette tentative, en revanche, cette tentative autogène, conduit à un échec, alors le sujet en souffrance va se tourner vers le praticien de son choix et va entamer un parcours thérapeutique destiné à lui permettre d'inventer un autre arrangement. Les remarques que je viens de développer soulignent combien chaque époque, chaque milieu, chaque culture dessine d'une façon plus ou moins stricte les contours de la folie. Et partant du constat que l'homme est un animal grégaire, eh bien il demeure soumis au regard de l'autre auquel il ne peut échapper. C'est ça qui inhibe le névrosé. Se sentir regardé et donc forcément jugé, évalué. Le névrosé est aux prises avec un regard chargé de propriétés qui lui paraissent évidentes et obligatoires. Le calcul, l'évaluation, la condamnation. Il y a toute une clinique du regard sur laquelle je reviendrai dans d'autres séquences. Une clinique qui se penche sur les souffrances du comment je me vois, comment je me regarde, comment l'autre me regarde, et pas seulement. Il y a aussi les souffrances liées au fait de me donner à voir, ou au contraire, de me soustraire au regard de l'autre. C'est l'attention de ceux qui vous regardent qu'il faut obtenir, ce regard qui me manque, ce regard que je désire et qui nourrit mon narcissisme. Mais si un regard me voit sans me regarder, alors c'est l'angoisse. Nous y reviendrons prochainement. À bientôt.